Bonjour Philippe Val. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau dans le Grand Journal à l'occasion de la parution aux éditions de l'Observatoire d'un essai intitulé La gauche et l'antisémitisme, une série de courts textes décapants sur les ravages de l'antisémitisme, de l'islamisme et surtout peut-être de la complaisance d'une partie des élites face à ces fléaux. Vous vous élevez notamment contre la décontraction, la désinvolture et la sérénité avec lesquelles l'antisémitisme s'exprime à gauche aujourd'hui. Philippe Val, qu'est-ce que la guerre à Gaza a libéré, selon vous, a révélé de cette haine anti-juive qui gangrène celle qui se considère toujours comme la vraie gauche? C'est une vieille histoire. D'abord, cette vraie gauche, c'est ce qu'on appelle la gauche radicale. Parce que la gauche libérale, en France, la gauche libérale n'a jamais été antisémite. Au contraire, elle a toujours, et d'ailleurs avec des leaders juifs prestigieux comme Léon Blum. Mais donc, c'est la gauche radicale, celle qui est héritière de la terreur plus que du début de la Révolution française, celle qui est héritière de la période qui va des massacres de septembre de 92 à la prise de pouvoir par Robespierre et jusqu'à sa chute. Ceux-là, les héritiers de cette période, sont les penseurs socialistes radicaux du 19e. Vous citez notamment Marx. Et oui, Blanqui, tout ça, bon, et Marx lui-même, qui est pourtant d'origine juive, mais enfin, d'une famille convertie au protestantisme luthérien, et on connaît l'antisémitisme féroce de Luther, il en est resté des traces longtemps dans le protestantisme. Donc, le premier grand texte que Marx publie sur la question juive est un texte profondément antisémite, où il dit, voilà, il dit le juif, il recycle en quelque sorte l'antisémitisme religieux, il en fait un qui court depuis des siècles, depuis Saint Paul, donc depuis le 1er siècle. Il le recycle en antisémitisme idéologique, politique, social, le juif de cosmopolite, avec pour seule racine l'argent, pour seul Dieu l'argent, pour seule patrie l'agiotage, etc. C'est un texte, c'est la base de la propagande nazie. Alors, l'extrême droite, de son côté, va reprendre ça aussi, hein, c'est sûr. Mais l'extrême gauche, elle va s'entêter dans son antisémitisme, hein, et c'est toujours la gauche radicale, une fois de plus. Hein. C'est toujours la gauche radicale ou communiste, ou ce qu'on appelait compagnons de route. Ce qui est pire que les compagnons de route, c'est ce qui est compatible. C'est pareil pour l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est peut-être pas ce qu'il y a de pire, parce que l'antisémite qui dit je suis antisémite, c'est marqué dessus. Voilà, il est au banc de la société finalement. Ce qui est dangereux et grave, c'est la compatibilité avec l'antisémitisme. Et la compatibilité avec le communisme et le compagnon de route, c'est la même maladie qu'on retrouve après la Seconde Guerre mondiale, en encore plus coupable. Parce qu'entre-temps, on a vu où menait l'antisémitisme idéologique et religieux. On a vu que ça a mené à l'extermination des Juifs d'Europe. C'est la plus grande catastrophe de l'histoire pratiquement de l'humanité, où il y a un effondrement moral de l'Europe. Et donc, l'antisémitisme d'avant est coupable, mais l'antisémitisme d'après est encore plus coupable. Parce qu'il ne peut pas ignorer que ça a mené à l'extermination des Juifs d'Europe. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, les antisionistes, ceux qui recyclent l'antisémitisme en antisionisme, parce que l'antisémitisme de religieux puis d'idéologique devient aussi géopolitique, ça fait porter à tous les juifs du monde, des Français juifs, Allemands juifs, Anglais juifs, tous les juifs du monde, la responsabilité du gouvernement de l'État d'Israël. Donc c'est un antisémitisme pur et dur, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, Jean Kelevitch, dès les années 70, début, l'a parfaitement décrit. Donc c'est une vieille histoire. Et ce n'est pas... Le 7 octobre, pour répondre à votre question, n'a fait que jeter de l'essence sur le feu, qui était déjà là. Déjà là, depuis la guerre d'Algérie, où la gauche radicale a non seulement soutenu le parti le plus radical, c'est-à-dire musulman le plus radical, c'est-à-dire le parti algérien le plus dangereux, le plus terroriste, c'est le FLN, et tout en sachant qu'il était financé en partie par l'argent nazi du banquier Genoux, puisque Vergès n'a jamais caché, à l'époque avocat du FLN, n'a jamais caché qu'il était financé par Genoux. Enfin, c'est un secret
personne, tout le monde le sait. Donc ça n'a pas gêné nos intellectuels de gauche, tout ça, qui en quête d'une cause, d'une bonne cause, effectivement, l'indépendance de l'Algérie peut être considérée comme une cause défendable, mais pas défendable de façon inconditionnelle, pas au prix de l'antisémitisme. Or, ça a été au prix de l'antisémitisme. Philippe Val, je reviens à l'actualité très récente. Hier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a accusé la députée LFI Alma Dufour de se faire l'avocate du régime iranien. La France insoumise qui a condamné à la fois les frappes israéliennes contre Téhéran et le soutien diplomatique apporté par Paris à l'État hébreu. Est-ce que vous diriez la même chose, Philippe Val? Est-ce que vous considérez que LFI, après avoir soutenu hier la Russie, est aujourd'hui l'avocat de Téhéran dans l'espace public français? LFI fait partie de ces partis, c'est l'héritier d'un monde intellectuel, hein, c'est l'héritier des compagnons de route, LFI. Alors, les grands intellectuels qui ont animé cette partie de l'université, de la formation des élites, etc., Deleuze, Foucault, Derrida, machin, enfin, Barthes et tout ça. Et ils sont morts. Mais il n'y a plus de grands intellectuels. Aujourd'hui, les grands intellectuels sont plutôt des libéraux. Là, ce sont des grands intellectuels. Ils sont tous morts. Ils sont passés, si vous voulez, de Jean-Jacques Rousseau à Sandrine Rousseau. Mais ils continuent d'être de plus en plus radicaux. Qu'est-ce qu'ils ont avec leur passion pour la terreur? Ils partagent avec les idéologies totalitaires la haine profonde, je dis bien, de ce qui nous constitue, c'est-à-dire l'Europe, l'esprit européen, la civilisation européenne, la culture européenne, qui est une hybridation judéo-grecque, judéo-chrétienne, le début du christianisme se fait avec des lecteurs de Platon, les premiers évangélistes, donc c'est judéo-grec depuis, même avant le Christ, il y a déjà tout un brassage judéo-grec qui fabrique l'Europe. C'est Homère et la Bible qui font l'Europe, si vous voulez. Donc, ils ont une haine farouche de l'Europe. Celui qui a le plus haï l'Europe au XXe siècle, c'est Hitler. Et pour pouvoir détruire l'Europe, il a tué les Juifs parce qu'il savait très bien que c'était un peuple constitutif de l'esprit et de la civilisation européenne. Et là, je pense et je dis que la France insoumise, ce sont des gens qui haïssent l'endroit où ils vivent, qui haïssent les institutions. Ils sont contre le pays dans lequel ils vivent. Ils sont contre la zone géographique de liberté sur laquelle ils prospèrent. Et ils veulent sa perte en s'alliant au pire à ceux qui veulent détruire l'Europe, à ceux qui haïssent l'Europe parce qu'il y a une égalité homme-femme, parce qu'il y a le droit des homosexuels, parce que ceci, cela. Mais parce que il y a un respect, il y a cette chose merveilleuse que dit Lévinas, le philosophe juif, qui dit qu'au fond, le visage de l'autre nous oblige. Vous voyez, c'est la terre, l'Europe, c'est la terre où le visage de l'autre nous oblige. Eh bien, ils se détestent ça. Ce sont, on dirait, si vous voulez, on pourrait dire que ce sont des traîtres et des factieux. Parce que contester des décisions politiques, c'est la démocratie, c'est la droite, c'est la gauche. Mais eux, au nom de cette contestation, ils s'allient avec des gens qui veulent nous voir disparaître. Vous voyez, ce sont des factieux, ce ne sont pas des opposants. Ils menacent la République ? Ils menacent la République, mais ils menacent plus que ça. Ils menacent la culture européenne, ils menacent l'esprit européen, ils menacent les valeurs européennes, qui sont... Parce que, moi je dis ça aujourd'hui, je préfère y aller cash, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que... Il faut dire, on a assez tortillé comme ça. Regardez où l'on peut vivre. Où est-ce que l'on peut vivre en étant justement respecté, en étant... Vous voyez, on peut aller dans la rue, on a une liberté de conscience, une liberté de publication, on a une liberté d'expression. Il y a des écoles. Alors bon, il y a beaucoup à dire. Actuellement, ils ont ranimé un antisémitisme qui met qui fait que les Juifs ont peur de mettre leurs enfants dans les écoles publiques, dans certains endroits, et tout ça est immonde et scandaleux. Mais si vous voulez, s'ils ne faisaient pas ça, s'ils n'avaient pas fait ça, c'est une terre la plus douce, c'est la terre la plus douce du monde. J'ai fait 15 ans de reportage, 10 ou peut-être un peu moins de 15 ans, mais à travers le monde, et chaque fois dans des pays vraiment difficiles, pas démocratiques, j'ai rencontré des gens qui avaient une vision de leur pays et qui me disaient, mais
surtout vous, les Européens, tenez bon, parce que vous êtes notre espoir. On veut un jour vivre comme vous. On veut un jour vivre comme vous. J'ai entendu ça dans des pays arabes, j'ai entendu ça en Chine, j'ai entendu ça en Afrique, j'ai entendu ça en Amérique du Sud, j'ai entendu ça dans plein d'endroits, partout. J'ai entendu, surtout vous, les Européens. On ne sait pas à quel point on a besoin de devenir aujourd'hui les patriotes de cet esprit européen. Et des patriotes sincères et militants. Parce qu'on ne peut pas laisser la France insoumise et des gens comme ça sans une réponse ferme, une réponse intellectuelle ferme. On ne peut pas simplement dire c'est pas bien ce qu'ils disent. Ah, ils sont cons, ah, ils sont ridicules, ah, bon, etc. Non, c'est plus grave que ça. Et quand vous entendez Philippe Val, Jérôme Gage regretter hier d'avoir traité Jean-Luc Mélenchon de salopard, mais pas d'antisémite, je crois que la qualification est... S'il regrette de l'avoir traité de salopard, mais qu'il ne regrette pas d'avoir traité d'antisémite, je ne sais pas où, dans quel lexique ce père Jérôme Gage, qui est par ailleurs quelqu'un de très sympathique, mais qu'est-ce qui est pire qu'un antisémite? Qu'est-ce qui est pire? Salopard, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme, pour des raisons que je dis en plus. C'est-à-dire que il y a eu la Shoah, on ne peut pas ignorer. Donc, c'est un tout petit mot léger, salopard. Il faudrait un mot bien plus lourd, peut-être bien grossier, qu'on ne pourrait même pas dire à l'antenne à cette heure-ci. Donc, le problème de Jérôme Gage, peut-être que c'est un politique et qu'il ne veut pas insulter l'avenir et qu'il espère qu'un jour, il va pouvoir redialoguer avec des gens avec lesquels il ne peut plus dialoguer aujourd'hui. Mais le dialogue n'est pas de mise avec les gens qui se conduisent comme LFI et comme cette gauche radicale, avec cette bande d'écolos, etc. Moi, quand Olivier Faure a été réélu à la tête du PS, qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, moi, je préfère quand c'est bien rangé. Il n'y a plus de parti socialiste. C'est terminé. Parce qu'on ne peut pas être compatible avec les antisémites. Que Olivier Faure le soit, discrédite à tout jamais le parti socialiste. Ça veut dire qu'en France, il n'y a plus de parti socialiste. C'est terminé. Les gens qui étaient l'honneur du Parti socialiste, comme Manuel Valls ou des gens comme Michel Rocard autrefois, eh bien, ils ne sont plus au Parti socialiste. Et si vous n'êtes pas au Parti socialiste allié à LFI, un parti antisémite, vous êtes fasciste. C'est ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'ils sont complètement débiles. Évidemment qu'on est fasciste. Tout le monde le sait. Il n'y a qu'eux qui ne le savent pas. Vraiment, ils ne le savent pas? Non, simplement, ils savent qu'ils mentent. Ils savent qu'ils disent n'importe quoi. Ils savent... Vous voyez, c'est ça le problème. Soutenir l'Iran, c'est pas possible. Virer des manifs du 8 mars des femmes iraniennes qui sont pas en France et des femmes juives, qu'est-ce que vous voulez? C'est la honte. Ce sont des gens qui sont dans la détestation de ce qu'ils sont précisément, c'est-à-dire des Européens cultivés qui ont eu la chance de bénéficier d'une terre démocratique pour s'épanouir, qu'il faut contester, dans laquelle il faut faire de la politique, mais pas ça, pas s'allier à l'Iran. Quel regard justement vous portez sur cette guerre menée par Israël actuellement en Iran? Est-ce que c'est une guerre qui est utile? Est-ce que c'est une guerre, comme on peut lire en Israël, une guerre de survie pour Israël face à la menace nucléaire iranienne? Ça n'est pas une guerre de survie que pour Israël. Est-ce que les Français, ils peuvent entendre ça? Parce que, vous savez, il y a des antisémites en France, il y a une partie de l'immigration musulmane qui est violemment antisémite, celle pour laquelle Mélenchon fait la danse du ventre. Mais, si vous voulez, il fait pas la danse du ventre. Il n'est pas devenu antisémite pour séduire cette partie-là de l'islam. Il séduit cette partie-là de l'islam parce qu'il est antisémite. Voilà. Ensuite, Israël, dans cette affaire, les Français peuvent parfaitement le comprendre. Quand un pays, comme l'Iran, depuis 40 ans, dit on va rayer Israël de la carte, et c'est pour ça qu'on fabrique une bombe atomique, et que l'AIEA, jeudi dernier, c'est-à-dire 24 heures avant les frappes israéliennes, condamne l'Iran. On a un petit peu oublié ça quand même, parce que l'AIEA, c'est une émanation de l'ONU quand même. Hein. Bon. Donc, il condamne l'Iran parce que l'Iran ment et a enrichi l'uranium bien au-delà de ce dont il avait l'autorisation. Et le lendemain, les Américains ont retiré leur personnel non essentiel de la région et les Israéliens ont frappé. Ils ont frappé parce que... Et alors, Mélenchon a gueulé et dit « Alors, c'est un scandale parce que Israël a frappé le premier, alors que... » Bon, ah oui, parce que le président de la République a dit ils ont le droit de répondre, etc.
Là, ils n'ont pas répondu puisqu'ils étaient frappés en premier. Non mais attends, il nous prend pour des cons, vraiment, c'est insensé. Il aurait fallu d'abord que Israël soit vitrifié et qu'ensuite ils se défendent. Non mais ça va pas la tête. On est où là? On peut plus continuer à entendre ça sans réagir un peu brutalement avec des mots qui sont pas forcément nuancés. Moi je pense que depuis le 7 octobre, il faut changer de ton. Il faut s'attaquer joyeusement à ces gens-là, mais vraiment quoi. Faut plus rien laisser passer. Et puis il faut se foutre de leur gueule parce qu'ils sont vraiment ridicules. Évidemment que Israël ne peut pas attendre de recevoir une bombe atomique qui va d'être rayée de la carte pour répondre. Enfin, c'est complètement... Ça fait des années qu'Israël se prépare à ça. Des années. Et heureusement, et par-dessus le marché, l'Iran a commis des attentats terribles sur le sol européen. Évidemment, parce qu'ils nous haïssent. Donc, Israël travaille pour nous. Déjà avec le Hamas, il travaillait pour nous. Israël a travaillé pour éradiquer des mouvements terroristes. Quand il y a eu des attentats, la vague d'attentats, en France, où une partie de mes amis sont morts, assassinés, et il y a eu l'hypercacher et puis toute cette chaîne d'attentats. Qui est-ce qui nous a aidés? Qui est-ce qui nous a aidés avec la technologie et le savoir-faire des Israéliens? Ce sont les Israéliens qui nous ont aidés à éradiquer le terrorisme. On l'a oublié un peu, mais bien sûr, notamment sur les médias. On ne le dit pas assez. Mais évidemment que les Israéliens ont considérablement aidé les services de police. Moi, je vis avec des policiers, donc je peux vous dire que ils sont tout à fait conscients de l'aide qu'Israël a apportée pour arrêter la vague terrorisme en France. Je reviens à Emmanuel Macron, avec lequel vous êtes sévère dans le livre, notamment page 63. Vous regrettez son absence à la manifestation contre l'antisémitisme de novembre 2023. Et je vous cite encore sa molle réaction à la chasse aux Juifs dans les rues d'Amsterdam. C'était en novembre 2024, après un match de football. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a déçu? Est-ce que vous condamnez la fermeture des stands des entreprises israéliennes au Salon du Bourget en début de semaine? Oui, je condamne. Pas de raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pourquoi Israël? Pourquoi Israël? Parce que c'est notre meilleur allié? Parce que c'est un bout d'Europe au Moyen-Orient? Parce que c'est ça, Israël. Ça n'est rien d'autre. Les Juifs, ils savent faire que de l'Europe, de toute façon. C'est des Européens. Donc, c'est nos alliés, c'est nos frères. Et on ferme leur stand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette discrétion? Alors, je sais qu'il y a des histoires réglementaires, mais enfin, tout ça, quand même de la foutaise. Ensuite, oui, il a eu tort de ne pas venir à la manifestation, Emmanuel Macron. Alors, chacun se débrouille comme il veut. Hein. Moi, je pense qu'il fallait que ça aurait été très important qu'il vienne. Parce que le président de la République doit dire quelque chose de fort. Vous savez, il y a deux corps. Hein, c'est les deux corps du roi. Hein, quand on revit, le corps de Macron, qui est président de la République, aurait dû être présent dans cette manifestation. On avait besoin de lui, et on a besoin de lui. On me dit pourquoi? Pourquoi tu as à cœur cette histoire d'antisémitisme? Parce que je suis européen, et je sais que quand on touche un juif, on touche à l'Europe. Merci beaucoup, Philippe Valls, d'avoir été notre invité cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, La gauche et l'antisémitisme. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci, à très bientôt. Merci à vous.